Pour le reportage d'aujourd'hui, nous nous rendons dans la vallée de Bin, le Bintal, une vallée sur la rive gauche du Rhône, dans le district de Conches, en Haut-Valais. Cette vallée reste peu visible lorsque l'on passe dans la vallée de Conches en raison de son aspect tortueux, profond et encaissé dans sa partie basse. Tout au fond coule la Bina. Il y a 2400 ans, on savait la vallée habitée par des populations qui passaient aisément le col de l'Albrun pour commercer avec l'Italie. À cette époque, le recul des glaciers avait libéré ces chemins d'accès plus aisés que ceux rejoignant la vallée du Rhône. C'est là que l'on a découvert des pièces de monnaie romaines. Cette voie a perdu de son importance lorsque le col du Simplon fut construit. Déjà en 1296, Ernen et Bin deviennent deux paroisses distinctes. 1938 voit l'arrivée du premier car postal à Bin, mais la route n'est pas ouverte toute l'année en raison des risques d'avalanche l'hiver et d'éboulement lors de pluies intenses. Dès 1964, le site est entièrement protégé comme site d'importance nationale. Décision unanime de ses habitants qui ont choisi un tourisme doux, randonnée d'été et d'hiver, VTT, tourisme familial, l'artisanat local et la paysannerie de montagne. Ils ont encore un atout unique, une richesse en minéraux mondialement connue. 1965 est une date de grand bouleversement avec l'ouverture d'un tunnel de 2 km qui assure une liaison toute l'année avec la plaine et a ainsi limité l'exode de la population, actuellement de 120 âmes seulement. Nous allons donc choisir d'emprunter le trajet de l'ancienne route pour mieux apprécier la topographie spectaculaire des lieux. C'est depuis ici, en contrebas, que l'on peut rejoindre le pont romain, attribué selon certains à l'empereur Charlemagne, qui nous permet de rejoindre le village de Grengyols à travers une magnifique forêt de pins parfumés et de prairies paisibles. Voici la légende de Bin et de l'archange Michel. Le dernier jour de la création du monde, le bon Dieu a terminé son travail. On est samedi soir, il est bien fatigué. Il se met alors sur un canapé et boit un café schnapps. Tout d'un coup, l'ange Michel s'approche de lui et dit « Mon Dieu, on a oublié quelque chose à l'alpage entre le Breithorn et l'Offenhorn. Il y a un grand trou. » Le bon Dieu répond « Ce n'est pas possible. Mais c'est vrai, peut-être ai-je fait une erreur. Vas-y toi, moi je suis trop fatigué. Va remplir ce trou. » L'ange va voir à l'atelier mais dit « Il n'y a plus de matériel. » Dieu lui répond « Regarde dans un coin, il y a sûrement encore des déchets. Mets cela dans le trou. » L'ange prend une pelle, une balayette et tout ce qu'il trouve et bouche le trou. Aujourd'hui, on dit que le Bintal a été fabriqué comme cela. Ce chaos de l'atelier se retrouve maintenant sur le terrain avec une très grande variété de minéraux. Le bon Dieu était tellement content de ce que Michel a fait qu'il l'a promu au rang d'archange à titre de récompense. En 1296, Bin devint une paroisse à part entière. Son église reçoit alors le nom de l'archange Michel. C'est l'église Saint-Michel. Comme vous avez pu le constater, cette vieille route n'est ni adaptée aux conditions climatiques locales, ni à la future motorisation croissante de la deuxième partie du XXe siècle. Le tunnel reste la solution la moins coûteuse à moyen terme. Malheureusement, sa construction nécessita de nombreux aménagements en raison de fuites d'eau. Aujourd'hui, la population et les touristes ont à leur disposition une ligne car postale Fisch-Bindorf ou même Feld, 7 à 10 fois par jour, selon les jours et les saisons. Nous quittons maintenant les gorges sauvages de Twingi pour entrer dans la partie habitée de la magnifique vallée de Bin et pour commencer, son village principal. Bonjour Monsieur Tenich. Bonjour. Selon mes recherches, on m'a dit que le tunnel de Bin a été construit dans les années 1965. Je me pose la question, comment est-ce que c'était avant? Comment c'était avant?
On s'est habitué à cette vie, surtout pendant l'hiver quand on était seul. On ne pouvait pas toujours traverser ou utiliser l'ancienne route parce que il y avait trop d'avalanches. Oui. C'était trop dangereux d'y passer toujours. Alors il y avait toujours des scènes ou peut-être des périodes d'un jour, peut-être d'une, 2, 3 semaines qu'on ne peut pas traverser cette route. Ça veut dire que vous aviez des réserves d'alimentation? Surtout, on s'y est habitué pendant les différentes années. Moi qui suis dans le domaine médical, je me pose toujours la question, comment on se faisait s'il y avait un problème médical? J'aurais pu imaginer des pneumonies qui viennent souvent l'hiver. Comment ça se passait? Le prochain médecin, c'était comme je vous ai dit avant déjà, était à Fieschi. C'était M. Volken. Et si c'était possible, il est venu à Bienne, mais c'était rarement que c'était nécessaire. Et autrement dit, il y avait une petite pharmacie, c'est un bon mot pour dire ça, chez le prêtre d'ici. Il y avait une petite armoire dans laquelle il y avait des médicaments. Et si quelque chose est arrivé à une personne, on est allé chez le prêtre, oui. Et on lui a raconté, et c'était lui qui a téléphoné au médecin à Fieschi. Et le docteur ici, lui a dit alors donnez à cette personne peut-être ce médicament ici, ce médicament-là. Autrement dit, le prêtre, il soignait les maladies spirituelles et physiques. Et physique, oui. Mais qu'est-ce que mangeaient les gens à cette époque? Il n'y avait pas de magasin. Quels étaient les aliments qu'on utilisait pendant l'hiver? Il y avait toujours un magasin. Mais là, on n'a pas pu acheter toutes les choses dont on avait besoin pendant l'hiver. Au début du mois de décembre, on a commencé à faire des réserves. Oui. Parce que toutes les familles ont eu des animaux comme des poules et surtout des porcs. Quelques familles ont eu aussi des chèvres. Et comme ça, on a eu assez de viande pour survivre l'hiver. On a eu du blé avec lequel on a fait le pain pendant l'hiver. Et on a fait aussi des fourrettes, des réserves. On a fait des réserves. Je me souviens bien que mon père, qui a été menuisier, qui a construit des grandes caisses pour faire des réserves d'aliments, comme du riz, comme de la farine, du sucre, du sel, etc. Mais on faisait quand même pas du pain pour toute la saison? Est-ce qu'il y avait un four banal? Non. Il y avait un four banal. Tous les 2-3 mois environ, on a fait du pain. Une famille a commencé et toutes les autres familles sont venues après et ont fait aussi leur pain. On profitait que le four était chaud pour que chacun fasse son pain personnellement. Personnellement. C'était pas un pain qu'on faisait pour tout le monde puis qu'on distribuait après. Non, c'était toutes les familles qui ont fait leur pain. Le père ou le papa de la famille peut-être a fait le four, il a gardé le four et les femmes, les filles ont préparé la pâte et comme ça on a fait son pain. Roggenbrot. C'est arrivé que pendant l'hiver, il a fallu se déplacer à ski tellement la neige était abondante, que ce soit avant ou après le tunnel. On est arrivé à Austerbeen pour aller chercher la poste par exemple, peut-être quelques paquets, surtout pendant la période de Noël. Et là, on n'est pas allé avec le ski ou par... Ouais, non. À pied, on y est allé à pied. On s'est déplacé que peut-être, surtout le prêtre qui est allé à Imfeld pour avoir une messe. Il y est allé peut-être avec les skis
Mais normalement, on n'a pas utilisé les skis pour se déplacer ici. Ni les raquettes. Les raquettes, on n'a pas connu. Les premières images sont celles des granges, greniers et racards qui occupent l'entrée du village. La plupart des écuries sont désertes. Mais prenons un peu de hauteur pour admirer le village et rejoignons Villeray et son église paroissiale Saint-Michel. En toile de fond, derrière l'église, le Breithorn, 2600 mètres d'altitude, à ne pas confondre avec ses homonymes du Simplon et de Zermatt. La pente est raide. Nombreuses sont et furent les processions qui ont arpenté ce chemin, de même que les enterrements. Le cimetière est soigné. Toutes les tombes sont uniformes. Ici, il n'y a pas de crémation. Au-dessus de la porte d'entrée de l'église, la date de 1565 et sur le clocher celle de 1561. La partie la plus ancienne de l'édifice date très probablement de la fondation de cette paroisse indépendante, soit 1296. En 1678, l'évêque Adrien V de Riedmatten consacra l'église. Aux environs de 1770, l'église fut rénovée et reçut une nouvelle voûte. L'autel principal de l'archange Michel fut sculpté en 1767 par le maître Peter Lager de Reckingen contre la somme de 14 doublons plus un titre de pourboire. Celui de droite, avec un Christ et sa couronne d'épines, fut réalisé entre 1730 et 1740. Nous quittons ce hameau de Villeray, particulièrement bien protégé contre les avalanches, pour rejoindre la rive gauche de la Bina, qui prend sa source à 2530 mètres d'altitude, au pied de l'Offenhorn, et se jette dans le Rhône 18 km plus bas. Ici le pont, en un seul arc, dit pont romain, construit en fait en 1564. L'hôtel Offenhorn, l'école entièrement rénovée. La commune a énormément investi dans ce bâtiment, alors qu'actuellement seulement une douzaine d'élèves fréquentent cette classe, tous degrés confondus. Si la structure extérieure a été conservée, l'intérieur a entièrement été repensé, créant des espaces plus hauts, ce qui fait que les fenêtres ne sont plus à bonne hauteur. Le Binois a la réputation d'un homme honnête, travailleur, sobre et profondément attaché à des valeurs conservatrices, témoin ses oratoires et chapelles nombreux qui émaillent le paysage. La solidarité règne. Elle est indispensable lorsque cette population se trouve isolée, parfois pendant des semaines au cours de la saison d'hiver. Les soirées sont longues. Il a fallu trouver des occupations. Ainsi, plusieurs sociétés locales, les jeux de cartes au café du coin. Le nombre d'habitants se réduit à 140 âmes environ. Mais voici la photo de la classe après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, le mulet était le meilleur compagnon de l'homme. Ici, on attend le forgeron. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'était le prêtre et c'était l'instituteur qui avait cette école ici à Bienne. Tous les degrés. Tous les degrés, de la première jusqu'à la 8e classe. Et combien d'élèves à peu près? Quand je suis allé à l'école ici, c'était environ 24, 28 élèves. Mais il y avait deux écoles, une école ici à Bienne et une deuxième école à Imveld. Et je sais que ce instituteur avait aussi déjà des années avec 40 élèves dans cette seule salle. Et aujourd'hui, beaucoup moins.
Aujourd'hui, ce sont encore 12, du premier kindergarten jusqu'à la 8e, jusqu'à la 4e classe primaire. Les autres, la 5e, 6e et les 7e jusqu'à les classes secondaires vont à Fieschi. Nous sommes dans la rue principale du village où se rassemble l'activité commerciale. Autrefois laverie, c'est aujourd'hui les bureaux de la Raiffeisen. On a aussi une menuiserie, un sculpteur sur bois, un magasin d'alimentation, 2 commerces pour la vente des cristaux du Bintal. Aujourd'hui, quel est un peu le profil des différentes professions des gens qui travaillent au village? Oui, bien sûr, parce qu'on a la possibilité d'aller dans la vallée du Rhône ou directement à Fieschi, comme moi par exemple, pendant 38 ans aussi. On peut y aller le matin et on retourne le soir. Et c'est plus confortable qu'avant, qu'on n'a pas eu beaucoup de possibilités de gagner son argent ici à Bin ou dans la vallée de Bin. Combien d'agriculteurs il y avait avant et maintenant? Je me souviens qu'il y avait des 25-30 familles qui ont été des agriculteurs. Aujourd'hui, il y a encore 4 ou 5 agriculteurs. Et bien sûr, ils ont beaucoup plus de bêtes que les familles de l'époque. Oui. Et il y a d'autres métiers. Vous m'aviez parlé de menuisier. Est-ce qu'il y a encore d'autres métiers ici en haut qui habitent sur place? Avant, il y avait des personnes qui ont travaillé, par exemple, au restaurant peut-être, ou chez la commune, ou chez les sociétés de l'électricité. Mais avec les minéraux, on n'a rien fait pendant l'hiver. C'était pas possible. Parallèle à la rue principale, une ruelle discrète accueille l'arrière des maisons d'habitation, des raccards, des granges, ainsi que quelques jardins, le tout dans un état de propreté parfaite. Le bois est prêt pour l'hiver. Devant nous, l'hôtel Offenhorn, ouvert en 1883, rapidement agrandi, qui vit parmi les très nombreux touristes anglais le passage de Winston Churchill, mais aussi des militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aujourd'hui un hôtel historique restauré à l'ancienne. Vue sur le Breithorn depuis les chambres d'hôtel. 1965, ouverture du tunnel. Quels ont été les avantages économiques en particulier depuis cette période? La plupart des personnes qui ont habité ici étaient des agriculteurs. Quelques-uns, comme mon père par exemple, des menuisiers. Et comme ça, on a survécu. Je crois qu'on dit ça, comme ça. C'était pas la vie comme aujourd'hui, c'est clair. C'était une vie très, comment on dit? Rude. Rude, oui, et une vie simple. Mais depuis l'ouverture du tunnel, ça a été plus facile quand même. C'est un peu plus facile, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut dire. Depuis le tunnel, on a la possibilité d'aller directement dans la vallée du Rhône. Et c'est aussi une chose que pas tout le monde est resté ici parce qu'on a trouvé peut-être des professions qu'on n'a pas pu faire oui, autrement, ici à Bin. Oui, autrement dit, est-ce qu'il y a eu un exode? Autrement dit, est-ce que dès l'ouverture du tunnel, il y a des gens qui ont quitté la région ou est-ce que la population a continué d'augmenter? Il y avait quelques gens qui ont quitté la vallée, mais ce qui est plus difficile ou plus comment on dit,
c'est qu'on a des familles plus petites qu'avant. Comme partout Pour d'ailleurs. partout, oui. C'est pourquoi nous n'avons plus beaucoup d'habitants, c'est seulement 140. Nous voilà sur la route en direction d'Imfeld pour la suite de la visite. Ce hameau est le modèle type d'une agglomération groupée avec chapelle au centre. Tout autour, des terrains de fauche voués à l'agriculture, à l'élevage. Les maisons d'habitation sont construites en madriers croisés, brunis par le soleil. Le rez-de-chaussée est en maçonnerie pour mieux résister à la neige. Les plafonds sont bas, les fenêtres petites, souvent jumelées, sans volets. Il faut se protéger du froid et réduire le volume à chauffer. Les raccards, greniers et granges se mêlent aux habitations dans un joyeux désordre, mais la plupart du temps bien entretenus. Les chemins sont en terre battue. Le climat est nettement différent de celui de la vallée du Rhône supérieure. Ici, point de vent glacial et de température extrême. Les lieux sont protégés par les montagnes environnantes. Idem en été, pas de chaleur extrême. Les pluies y sont aussi plus rares pour les mêmes raisons. Par contre, la neige est abondante en général. En 1888, la région reçut à l'occasion d'une tempête 3 mètres de neige d'un coup, bloquant toute communication. La Bina a apporté sa contribution au confort des habitants de la vallée. En effet, c'est déjà en 1950 que fut mise en exploitation la première centrale hydroélectrique. Depuis lors, les forces motrices de Conches ont construit 2 nouvelles centrales sur les communes de Bin et Grengyols, Saflich et Heiligkreuz, dans le Lengtal, une vallée latérale sur le Bintal, rive gauche. Si la majorité du hameau de Heiligkreuz, la Sainte-Croix en français, se situe sur la commune de Grengyols, la chapelle est bel et bien sur Bin. Elle est construite vers 1678 en forme de croix latine. C'est un lieu de pèlerinage bien connu des fidèles qui y déposent des offrandes votives en remerciement de guérison. Le premier aurait été un croisé miraculeusement libéré de sa captivité par les Turcs. Au retour de la vallée, nous voyons en contrebas le hameau de Tsebine avec le lac d'accumulation des forces motrices de Conches. Comme chaque hameau, il a sa chapelle Saint-Sébastien, construite en 1725. C'est à partir de là que commencent les gorges de Twingi. Certains s'étonneront de n'avoir aucun commentaire sur la mine de Lengenbach. Cela fera l'objet d'un autre reportage.